penses de qui connaît pas Makisu Mais en fait, c'est pas des vrais japonais parce que les ouvertures sont pas du tout pratiques. Au Japon, ça s'ouvre tout seul. Ici, ça marche pas. Ils sont un peu radins en gingembre. À travers quoi tu peux comparer par rapport au Japon? Tu peux nous expliquer un peu dans quel cadre tu es parti au Japon? Dans quel cas je suis partie au Japon? Parce que je voulais faire un voyage pour donner un nouveau souffle à mon travail, je vais dire comme ça. Et que voilà, donc la ville de Nantes m'a proposé de partir au Japon. Qu'est-ce que j'ai fait du wasabi? Tu me l'as pas donné? Tu m'as demandé si j'avais loué. Anna, tu peux nous chercher des ciseaux, s'il te plaît? Et donc voilà, c'est bien ce que je disais. Au Japon, c'est pratique pour ouvrir tout. Tout est pratique au Japon. Tout fonctionne. Et donc voilà, comme la ville de Nantes organisait permettait en tout cas aux artistes de partir au Japon, j'ai fait un dossier pour partir au Japon. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe quand tu vas dans un pays? Ça veut dire quoi de partir avec son travail dans un pays? D'abord, il faut se présenter avec son travail. Donc faire un projet qui s'expose et qui permet de montrer le travail artistique. Et d'autre part, moi j'avais envie de découvrir cette culture, donc je voulais pas spécialement travailler sur place dans le sens où d'un travail d'atelier. Je trouvais ça un peu stupide parce qu'il y avait des résidences où on pouvait être dans un atelier toute la journée, mais je trouvais pas ça très intéressant. Et je voulais rencontrer les gens, entre guillemets des vrais gens, c'est-à-dire des gens qui travaillent, pas spécialement que des gens du milieu artistique, mais des gens qui travaillent. Et comme mon médium c'est quand même beaucoup le textile, je me suis dit je veux rencontrer des gens qui fabriquent le textile au Japon. En fait, dans cette idée de nouveau souffle, l'idée c'était de rencontrer d'autres cultures, de voir comment ça se passe ailleurs, quoi. Parce que finalement quand t'es artiste t'as envie de créer un nouveau monde et voir ce que font les gens ailleurs dans d'autres cultures, c'est aussi pouvoir voir qu'est-ce que ça peut t'apporter pour construire ce nouveau monde. Enfin en tout cas moi c'est mon point de vue. Et donc j'ai commencé ce projet en me disant j'ai envie de rencontrer des gens qui font du textile, tout ça. Après j'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai retrouvé une amie japonaise qui travaille dans le textile et qui, comme elle vit à Paris, en fait son boulot alimentaire c'est de recevoir des Japonais dans les salons du textile. Ce qui était assez génial parce qu'évidemment par ce biais-là elle a pu contacter des fabricants de textiles et proposer le projet. Donc j'ai d'abord fait un voyage de 6 semaines où j'ai à la fois exposé, alors il y avait aussi cette question de qu'est-ce que j'expose. J'ai appelé ça le projet des valises parce que j'aime bien travailler avec une économie de moyens et que je trouve stupide de dépenser de l'argent dans du transport d'œuvres ou des choses comme ça. Donc je me suis dit voilà, comme on a droit à 2 valises en avion, s'il y en a une où il y a mes habits et l'autre où il y a le projet. Bon, finalement, il y a eu 2 valises de projet, mais comme on était plusieurs, ça marchait quand même. Donc je me suis dit, voilà, je fais un projet dans des valises qui présentent mon travail. Mais qu'est-ce que je présente dans mon travail? Donc en fait, j'ai fait ce que j'ai appelé la première valise, qui est une valise qui à la fois reprend, entre guillemets, les best-of de mon travail, c'est-à-dire des pièces que j'aimais bien, et puis d'autres pièces que j'ai fait à ce moment-là. Et en fait, évidemment, quand je me suis donné la contrainte de me dire je pars dans une valise, j'ai eu envie de faire beaucoup de volume. Donc pour que du volume rentre dans des valises, j'ai commencé à travailler avec des gonflables qui pouvaient se gonfler, se dégonfler, ou des choses qui se rembourrent avec des rembourrages aléatoires que tu peux trouver sur place. Et puis voilà. Donc j'ai fait cette première valise qui était noire parce que je pense parce que je me donne souvent la contrainte d'une couleur et que le noir pour moi c'est la couleur qui peut absorber, donc ça permettait d'absorber. L'idée c'était d'absorber la culture que j'allais découvrir là-bas et dans laquelle j'ai fait aussi beaucoup de masques puisque je fais souvent des masques. En me disant, je permets aux gens, aux Japonais, d'essayer mes vêtements. Comme souvent dans mes expos, je veux que les gens puissent être acteurs de l'expo, essayer les œuvres, se promener avec, devenir quelqu'un d'autre en portant ses œuvres. Dans la résidence que tu as fait à la Roche-Servière, tu parles de tisser des fils et tisser des liens. Mais en rapport avec ce projet au Japon, tisser des fils, tisser des liens, est-ce que c'est une façon de lier 2 univers qui sont d'un bout à l'autre de la planète? Oui, bien sûr, oui. Mais justement, dans cette découverte de culture, dans cette idée de la mondialisation, pour moi, c'est d'abord, non pas... Enfin, effectivement, quand on entend mondialisation, on entend transport de marchandises à travers le monde, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'idée de rencontre de culture et tisser des liens avec d'autres cultures.
Et c'est un peu ce que j'ai fait au Japon en rencontrant vraiment des fabricants. Après, donc je me suis baladée, donc j'ai rencontré ces fabricants et je leur ai demandé, un peu comme ce que je fais, comme dans mon travail, j'utilise beaucoup les rebuts d'industrie, tout ce qui est jeté, en me disant, mais en fait, non, c'est un peu comme si on jetait le handicap. En fait, il y a un peu ce côté-là, les tissus qui ont une erreur et tout ça qui sont jetés. Moi, ça m'intéresse de valoriser ça. Et donc au Japon, j'ai demandé aux fabricants des restes de tissus et j'en ai eu énormément. J'ai pas pu ramener tout ce qu'ils pouvaient me donner. J'ai dû m'arrêter à un moment donné. Et après, quand je suis revenue au Japon, leur montrer ce que j'avais fait avec leurs tissus, moi j'étais complètement flippée de ce qu'ils allaient pouvoir penser de comment j'avais manipulé leurs tissus et ce que j'en avais fait. Mais en même temps, voilà, ça faisait partie d'une espèce de, enfin, d'un échange et donc d'un tissage de lien avec eux. Tu as récupéré dans ce projet des valises de la matière première, qui fait partie de la culture japonaise que tu as appris, mais est-ce que tu penses que conceptuellement, il y a d'autres choses que tu as appris à part de la matière première? Est-ce que tu es venu puiser d'inspiration quelque part? Évidemment. Tu parlais de masques tout à l'heure, par exemple. Et c'est vrai que dans la culture japonaise, c'est super présent, les masques. Donc, oui, c'est un point. Après, moi, je suis aussi partie dans l'idée de... En fait, je sais toujours ce que je veux pas au départ. Je sais jamais ce que je veux. Voilà. Je voulais, évidemment, la valise Japon, c'est aussi une interprétation de ce que moi j'ai ressenti de ce pays. Comment je l'ai ressenti dans la mesure où je suis allée 6 semaines dans ma vie, enfin, ce qui est vraiment très peu, et dans un peu d'endroits du Japon. À la fois, j'ai découvert des trucs qui m'ont hyper étonnée. Parce que c'était drôle, j'ai ramené 3 types de tissus. J'ai ramené du tissu de kimono, évidemment, parce qu'on ne peut pas passer à côté. Mais je ne voulais absolument pas faire des kimonos. J'ai ramené du tissu de cravate et j'ai ramené du tissu de chemise à carreaux. Et donc mon projet Japon se faisait à partir de ces 3 choses-là. Le tissu de chemise à carreaux, c'était incroyable parce que quand on était dans l'usine, en fait on était plusieurs pour ce voyage, et en fait chacun retrouvait des carreaux de fauteuils, de couvertures, de robes, de chemises qu'il avait connues chez lui. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai demandé au fabricant, je dis mais en fait vous avez exporté à l'international. Et lui m'a dit mais non, j'ai fabriqué que pour le Japon. Et donc je me suis rendu compte que les tissus de chemise à carreaux dans les années 50, c'était un début de la mondialisation, c'est que tous les hommes dans le monde occidental portaient des chemises à carreaux, et que le carreau en fait c'est tellement un motif géométrique répétitif que tu arrives au même motif dans n'importe quel pays. Et par exemple le tissu à carreaux rouge, en France c'est la nappe de pique-nique, mais en Hollande les Hollandais disaient mais non, mais c'est les rideaux de chez ma grand-mère. Et au Japon, on dit mais non, c'est les chemises des Japonais. Et chacun s'approprie ce tissu-là. Donc c'était assez génial de dire je vais découvrir une culture et en fait je découvre que c'est presque la même que la mienne en fait. Donc ce truc-là a existé. Et après, quand tu parles des masques et tout ça, moi j'ai pas voulu... je voulais pas rentrer, justement, c'est pour ça que je voulais pas faire de kimono, je voulais pas rentrer dans l'image qu'on a du Japon ici. Donc je voulais pas faire les masques par exemple, regarder les masques de théâtre japonais et me dire je travaille avec les masques de théâtre japonais. Par contre, ce que j'ai fait par rapport au kimono, c'est qu'en fait, quand en Europe, on vend le tissu au mètre, et quand tu achètes du tissu, tu achètes un métrage qui te permet de faire un vêtement. Et ça, c'est une différence essentielle avec le Japon. Déjà, en Europe, en fait, le vêtement, il a une 3e dimension. C'est-à-dire qu'en faisant la couture, tu donnes un volume au vêtement. Alors qu'au Japon, enfin, à part les vêtements occidentaux, mais le vêtement de base japonais, notamment le kimono, sont des vêtements plats. Il n'y a pas en fait ce truc-là, parce qu'ils n'avaient pas découvert ce truc-là. C'est très particulier. Et le tissu de kimono ne s'achète pas au mètre, mais au rouleau. Donc tu achètes un rouleau pour fille, qui fait 15 mètres de long, ou un rouleau pour garçon, qui fait 17 mètres de long. Et donc moi, j'ai voulu respecter ce principe-là, c'est-à-dire que quand tu fais un kimono au Japon, les seuls retraits que tu as, c'est qu'il y a un arrondi à la manche, donc le reste de l'arrondi, tu l'enlèves, et l'arrondi du col, tu enlèves l'excédent de tissu. Donc il te reste presque rien, quoi. Et moi, j'ai voulu pousser le bouchon plus loin en me disant, eh ben en fait, je prends les 17 mètres et je ne coupe pas et je n'enlève rien. Et je fais un vêtement où je n'enlève rien. Donc j'ai fait 2 pièces dans la valise Japon où je n'ai rien enlevé. J'ai reçu là-bas aussi du tissu de kimono, donc que j'ai utilisé, mais que j'ai utilisé en mélange avec le tissu à carreaux sur une variation de couleurs et de graphisme des carreaux. Et comme un livre, parce que je trouvais que c'était pour moi, le Japon, c'est tellement une culture que même les Japonais ne connaissent pas, mais nous aussi en Europe, en fait, finalement, on ne connaît pas toute notre culture, c'est normal. Il faut plus qu'une vie d'homme pour connaître toute une culture. Donc en fait, j'ai fait un vêtement qui est un peu comme les pages d'un livre, où il y a plein de couches, et comme c'est un cercle, t'arrives jamais au bout, en fait. C'est comme si, voilà. Pour moi, la découverte de ce pays-là, c'est un peu ça, c'est une espèce de chose où chaque fois, tu peux découvrir des nouveaux trucs et tu vas jamais au bout.
tu es arrivé et tu as récupéré des matériaux premiers sur le territoire. Et après, dans ta façon de les modifier, de te les réapproprier, quel retour tu as eu? J'imagine que tu as eu peur aussi mais j'avais des impressions. Mon travail, c'était vraiment de me dire, j'essaie de ne pas avoir peur, d'évacuer la peur du regard de l'autre, parce qu'en fait, au Japon aussi, les gens sont tellement respectueux, c'est tellement... donc quand ils te donnent quelque chose, ça a tellement de valeur. Tu avais peur parce que tu les as modifiés, du coup. Mais oui, j'avais peur de leur regard. La façon de l'avoir approprié. Voilà, et donc je me suis dit non, il faut vraiment que j'essaie d'évacuer ça le plus possible pour faire vraiment le travail que moi je sens, sans penser au regard des gens, des Japonais. Parce qu'en fait, effectivement, au premier voyage, la galeriste une des galeristes que j'avais rencontrées m'a proposé de venir directement 2 ans après montrer la valise Japon. Mais j'ai essayé d'évacuer cette peur-là et de me dire voilà, où est-ce que je veux aller, qu'est-ce que j'ai envie de montrer, tout ça. Et je pense que j'y suis arrivée. Et ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai remontré mes pièces au Japon, bon, évidemment, il y a des gens qui les avaient vues en France et qui trouvaient qu'il y avait des pièces très très japonisantes ou en tout cas asiatiques pour eux. Bon, évidemment, parce qu'il y avait du tissu de kimono, il y avait des choses, voilà. Et quand j'ai montré ces pièces-là aux Japonais, en fait, ils trouvaient ça pas du tout japonais. Ils m'ont dit mais ça c'est incroyable parce que c'est pas du tout japonais. Et j'aurais dit mais c'est drôle parce que les Européens ils trouvent ça japonais. Et le fabricant de tissu de kimono il m'a dit mais c'est ni japonais ni européen, en fait c'est quelque chose entre les deux. Et en fait je me suis permise des choses. Par exemple il y a une pièce avec les 8 jaunes. C'est une pièce où j'ai mis le tissu jaune comme ça avec le tissu de kimono. Et le tissu jaune en fait c'est une ceinture, c'est un hobby. Et pour eux c'était complètement faux parce qu'ils m'ont dit mais jamais un japonais n'aurait osé mettre le hobby à cet endroit-là. Mais en fait, moi, ça, c'était ma force, c'est de me dire, moi, je ne suis pas japonaise. Donc, évidemment, je ne vais pas faire un truc japonais. Et je vais le faire avec mon regard européen. Je suis contente parce que je ne les ai pas vexés. J'aurais eu peur de les vexer, en fait. Le fabricant de tango, quand il est venu, il a fait quand même 300 bornes pour venir voir mon vernissage. Et il a adoré ce que j'avais fait de ses pièces. Tu vois, à un moment donné aussi, j'avais fait une pièce qui était la plus petite expression. Et où en fait j'avais pris les 17 mètres d'un rouleau de soie de kimono, mais je l'ai mise comme ça en pli, de la manière la plus réduite possible. C'est une pièce que tu peux mettre en col ou n'importe où autour du corps parce qu'il y a des liens. Voilà, j'ai réduit le kimono dans sa plus petite expression. Et lui, il trouvait ça complètement magique, quoi. Parce qu'en fait, j'avais un geste très très minimaliste. Est-ce que tu penses que ça aurait été possible de les vexer, par exemple, dans la façon de s'approprier leur culture? Je sais pas. À partir du moment où tu fais les choses avec respect, si j'avais pas respecté les tissus, si j'avais destroyé la soie ou des choses comme ça, peut-être je les aurais vexés. Mais moi, j'avais pas cette intention-là. Je respectais la matière qu'il m'avait donnée, puisque j'avais vu combien de temps il mettait pour fabriquer cette matière et comment il la fabriquait. Donc voilà, pour moi, il m'avait donné un cadeau incroyable, quoi. Tisser des liens. Je trouve que c'est un mot super important parce que, effectivement, dans ton travail, métaphoriquement, ça représente les liens du textile, mais aussi les liens interculturels, donc les échanges. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu penses des liens cybernétiques qui lient les différentes cultures aujourd'hui? À travers Instagram, par exemple, toi qui as un regard extérieur à ça, qui n'a pas Instagram, qui ne l'utilise pas. Je ne sais pas à quoi en penser. Je me dis qu'on ne sait pas encore... en effet, c'est quelque chose dont on ne connaît pas encore les qualités ou les défauts, parce que c'est trop présent, on est trop dedans. Après, je trouve qu'il y a des choses complètement incroyables et qui, moi, me fascinent de comment la culture, par exemple, arrive en Afrique via les téléphones et via ces liens-là, dans des villages où il n'y avait rien. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Tu veux dire qu'ils n'avaient pas leur propre culture avant? Si, ils avaient leur propre culture, mais là, ils sont envahis d'une... Je trouve que ça véhicule aussi une espèce de culture mondiale. Je me dis que chacune des cultures propres des endroits doivent faire attention à... Alors, non pas en restant hyper protecteur, parce que je pense que c'est pas la bonne solution, mais voilà, je pense qu'il faut faire attention à ce que tout part pas en vrille. Tu vois, comme la mondialisation a fait que, par exemple, en France, sur plein de métiers du textile, on sait plus comment faire les choses. Parce que tout est parti, tout a été fabriqué en Chine, en Asie, ailleurs, et on sait plus comment faire. Et ça, pour moi, c'est vraiment dur. Même si je me dis qu'il y a des choses qu'on doit perdre, il y a des choses, tant pis, on a perdu des choses. Enfin, pas non plus être complètement, j'ai pas envie d'être conservateur, mais je me dis voilà, ça va hyper vite, on sait pas où ça va, et après il y a des choses super parce qu'effectivement il y a des gens du monde entier qui peuvent se rencontrer sur de la musique, sur plein de choses, et on découvre plein d'images, et ça c'est assez génial, quoi. Donc voilà, il y a un peu énormément d'alimentation, mais après voilà. Et t'as pas peur d'une vulgarisation de la culture à travers
ce que toi t'as appelé avec tes mots une culture mondiale, que comme disait Raj dans le premier entretien, une personne soit du Japon ou aux États-Unis habillée de la même façon parce qu'ils sont sur Instagram tous les deux. Mais bien sûr. Il y a à la fois le fait que ça rend tout le monde créatif, mais créatif vite fait bien fait. Tout est vite fait bien fait. Après, je me dis qu'il y a toujours les meilleurs, il y a toujours les gens qui ont vraiment un truc à dire, qui ont vraiment un truc à montrer, qui pourront passer. Après, les projets vont extrêmement vite. Je me dis peut-être que les gens, ils faisaient les mêmes choses à travers le monde au même moment. Maintenant, de toute façon, ce truc-là fait qu'ils vont être liés. Il y a des gens qui vont les relier en disant « T'as vu, il y a celui-là qui fait ça en Suède, il y a celui-là qui fait ça là. » En fait, ça fait tout passer très vite. Donc ça peut faire passer très vite les bonnes idées et aussi très vite les mauvaises. Donc voilà, pour moi, c'est une espèce d'amplificateur des choses. Et après, je pense qu'effectivement, c'est compliqué de garder une identité là-dedans. Est-ce que tu penses que les personnages que tu crées, les histoires que tu racontes à travers tes œuvres, par exemple dans tes œuvres de spectacle vivant ou dans tes costumes, dans tes masques et tout ça, ça a un rapport avec la façon de percevoir une identité aujourd'hui? Moi, j'ai envie de ça. Après, le mot identité, il est très chiant parce qu'en France, en ce moment, tu vois, la façon dont il est utilisé, c'est un peu chiant. Moi, j'ai envie que les gens ils puissent se rendre compte, à travers, et notamment à travers mon travail, se rendre compte que, mine de rien, même si tout ça se mondialise, même si tout ça, chacun est né à un endroit, à un moment donné, avec un nom. Même s'il a des homonymes, tu vois, chacun est différent, en fait. Et que plutôt que soit dire oui, soit dire non, moi, je pense qu'il y a toujours entre les deux, bah, il y a toute une gamme de oui mais, non mais, oui peut-être, et qui font que chacun peut prendre en compte sa vie, se positionner dans sa vie. Donc moi, quand je propose aux gens de s'habiller dans mes expos, parce que pour moi c'est pas un déguisement, parce que pour moi tu te déguises en quelque chose, et là l'idée c'est de se déguiser, pas de se déguiser, c'est de s'habiller en autre chose, quelque chose que effectivement tu porteras pas dans la rue, mais qui va te donner une image de toi différente et qui peut-être va t'ouvrir à découvrir qui tu es. Donc tu vois, de pouvoir se positionner plus en tant que personne. Parce que de toute façon, on est tous formés de multiples identités, de multiples couches, de multiples liens culturels. Enfin, on a tous un tas de couches, de tas de choses. Et t'as l'impression que ces gens-là, par exemple, qui sont sur les réseaux, qui échangent beaucoup, au final, ils se créent une identité à travers leur réseau. Oui, mais c'est vrai qu'elle est très... elle est très pareille. Je sais pas si c'est si facile que ça. Je me pose la question, est-ce que c'est si facile que ça d'être différent sur les réseaux? Et différent, en fait, t'as des différents possibles. Mais voilà, est-ce que c'est si facile d'être... Je sais pas. Autre chose que les codes qui sont donnés, en fait. Se cacher derrière un masque, par exemple, pour toi, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est se cacher déjà? Qu'est-ce que c'est pour toi la conception du masque? Non. En fait, je pense qu'on a toujours un masque. C'est pas pareil si tu vas chez ton banquier, ou si tu vas à la boulangerie, ou si tu vas... Enfin, c'est pas pareil, ou si tu bosses tout seul dans ton bureau. Même si t'as le même visage, t'as pas... Il y a toujours un filtre, il y a toujours une façon de faire par rapport à des gens. Et donc pour moi, mettre un masque, c'est presque au contraire pouvoir se démasquer parce que ça permet... Mais les danseurs avec qui je bosse avec des masques, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu portes le masque, tu danses pas de la même façon parce que t'as pas le jugement sur toi, tel danseur qui a tel nom, qui est reconnu pour telle ou telle chose. Même s'il l'enlève à d'autres moments du spectacle. C'est vraiment ce côté de se cacher pour être vraiment plus soi-même en fait. Et pour pouvoir oser plus de choses. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans le masque. En fait, je pense que quand on était petit, il y avait un truc de carnaval où on allait masquer chez les gens et tout ça. Et je trouvais ça très drôle parce qu'on pouvait un peu, on s'amusait à dire ce qu'on pensait. À dire, oh, mais la dame, elle est grosse et tout ça. Ils nous avaient pas reconnus. On disait plein de conneries. Toi, tu parles du fait que quand on porte un masque, on se retrouve plus soi-même. Pourtant, dans l'histoire du masque, dans les rituels qui sont liés à n'importe toutes les cultures, parce qu'au final, c'est quelque chose qui apparaît partout. C'est ici représenter une autre divinité, prendre les traits de caractère d'une autre personne. Donc porter le masque, c'est prendre la force du masque, créer une nouvelle identité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et moi, je me suis posé la question si c'était pas parce que justement les gens créent des identités qui sont de moins en moins originales et propres à eux, dans le sens où à travers la mondialisation et tout ça, ils vont trouver forcément une identité en face qui leur ressemble. On a tous des gens qui nous ressemblent, et du coup, avec ces liens cybernétiques, on se rend d'autant plus compte qu'on n'est pas
exceptionnel. Et du coup, on voit de plus en plus, effectivement, même dans l'art contemporain, de plus en plus de masques, de plus en plus la création de cet objet-là en textile, c'est quand même quelque chose qui devient en vogue. Oui. Se cacher son identité. Mais je pense que pour aller jusque-là, il y a aussi les Anonymous, par exemple. En fait, ça permet toujours d'avoir une parole plus juste. Ou pas, mais quand même, globalement, une fois que ton visage est masqué, tu vas dire ce que tu penses. Plus juste par rapport à ce que tu ressens, hein. Plus vrai de la personne. Et je pense que mine de rien, même les cérémonies où les gens portaient le masque, il y a ce sens-là aussi. Je me rends compte aussi, de plus en plus en avançant, que pour aller de A à B, la meilleure solution, c'est pas toujours la ligne droite. Et qu'en fait, si tu prends un chemin de traverse, bah, tu peux peut-être plus dire les choses. Après, ça peut être vicieux aussi, parce que c'est comme ça que t'es diplomate. Donc tu peux aussi prendre un chemin de traverse et puis manipuler les gens. Mais en même temps, tu peux aussi, par un chemin de traverse, aller dans le vrai de ce que tu veux. Un chemin de traverse qui serait le masque ou la fiction, alors. Et le masque peut être un chemin de traverse, ouais. D'accord. Ou la fiction, oui, dans les films et tout ça. Alors, dans ce cas-là, quand tu crées une fiction, ça veut dire que c'est une métaphore de la réalité qui est présente, et c'est pas un échappatoire à la réalité, justement, mais elle la concerne directement. Ça peut être les deux. Toi, par exemple, dans ton travail. Est-ce que c'est une métaphore de la réalité ou est-ce que c'est un échappatoire de la réalité ? Je pense que c'est les deux. C'est à la fois un échappatoire de la réalité parce que c'est une façon de créer un monde nouveau, enfin un monde idéal, et c'est à la fois un regard sur la réalité présente. Pour moi, ça fonctionne dans les deux sens en fait. C'est un espèce de liberté aussi. C'est beaucoup ça que je cherche. C'est une façon de dire les choses autrement aussi, peut-être. Pour revenir au Japon, c'est vrai que eux, au niveau de la culture du masque, porter un masque, enfin, j'ai l'impression que c'est pas une façon de laisser le libre arbitre sortir et de parler de soi-même. C'est plus représenter des divinités, par exemple dans le théâtre du No japonais. Le masque, c'est quand même super symbolique, c'est quand même quelque chose de fort, mais qui n'est pas tourné vers soi-même. Non, parce qu'au Japon, en Asie, la culture de je n'existe pas. C'est la culture du nous, c'est l'ensemble. Et la place de l'histoire n'est pas la même, je pense. La place du récit, des divinités, tout ça, elle est énorme. Il y a toujours un récit. Pour apprendre aux enfants à nettoyer, on leur explique qu'il y a des petits jeans dans la poussière et que les petits jeans, ils vont tout abîmer si on les enlève pas. Donc chaque fois, il y a des histoires. Et c'est génial au Japon. Et puis il y a ce côté où effectivement au Japon l'individu en lui-même va jamais se mettre en avant parce que c'est d'abord le nous. Nous en Europe on est dans une culture où c'est d'abord le jeu. C'est ce qui m'intéressait aussi beaucoup en fait. Donc effectivement à ce moment-là le masque il a vraiment une présence symbolique. Est-ce qu'il y a des erreurs ? Est-ce qu'il y a des endroits où des choses que tu ne peux pas faire culturellement ? Peut-être, mais j'imagine que tu le sais. Si quelqu'un d'autre avait le même protocole de travail que le tien, comment tu réagirais si toi tu pensais qu'il avait fait une erreur dans l'appropriation d'une culture ? Mais c'est pas l'appropriation d'une culture. En fait, moi je m'approprie rien. C'est toujours moi, mon regard d'européenne par rapport à la culture que je vois. C'est le regard que moi je pose sur ce que moi j'ai ressenti. Du Japon à un instant T, dans notre pays à un instant T. La culture de ce pays-là, évidemment, elle continue à vivre et à être ce qu'elle est en parallèle de ça. Et elle est bien plus forte que ce que moi je peux en faire. Moi, je ne fais que porter un regard d'humain à un moment donné sur un pays. Tu vois, par exemple, au Japon, moi j'étais aussi très très étonnée de ce rapport, parce que c'est un pays qui s'est ouvert quand même pas beaucoup avant le XXe siècle et qui s'est ouvert, qui a été envahi par les États-Unis au moment de la guerre, enfin, après la guerre. Et en fait, donc, qui a pris une modernité, entre guillemets, tout d'un coup, très très vite. Et donc, ce choc de culture qui est très très présent au Japon, moi, c'est quelque chose qui me fascine, parce que nous, on n'a pas du tout vécu ça. Mais voilà, c'est quelque chose que j'observe. Enfin, tu vois, j'étais étonnée de voir, effectivement, au feu d'artifice, tous les jeunes, même s'ils étaient punk, au feu d'artifice, ils étaient avec leur magnifique kimono. Du jour du feu d'artifice, avec les chaussures qu'elle avait, enfin, tu vois, ils étaient complètement dans la tradition. Et ça, je trouve ça assez magique. Je trouve ça chouette parce que nous, on perd un peu nos cultures populaires. Parce qu'on s'en fout, on regarde la télé. Enfin, tu vois, aux choses folkloriques. Bon, maintenant, ça revient un peu. Je trouve que ça a une certaine magie, en fait, toutes ces choses folkloriques populaires qui reviennent.
enfin qui existent dans les pays. Justement, c'est ce qui différencie les différents pays en fait. Ou les différentes zones. Pays, c'est juste des frontières, mais les différentes cultures. C'est tellement mouvant, on est tellement dans un monde où on peut bouger partout dans le monde, et il y a des gens qui bougent pour plein de raisons et avec différents moyens. Tu vois, il y a des gens qui migrent de des façons complètement horribles, il y a des gens qui prennent l'avion. Il y a plein de gens qui bougent et qui vont dans d'autres cultures. Et qui... Pour moi, c'est des additions, en fait. Tu fais des additions de cultures, tu fais des additions de choses. Et si tu restes un minimum intègre et honnête avec toi-même, tu prends ce qui peut t'intéresser. Moi, j'adore manger des sushis, j'adore manger japonais. Et qu'est-ce que tu penses là, par exemple, de makisu? On est en train de... c'est bon, mais c'est pas du japonais. D'accord, mais ça, du coup, t'en penses quoi de cette espèce d'entité qui fait le McDonald's du maki? Moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est le côté McDonald's, c'est le côté capitalisme à tout va. C'est le côté faire de la thune avec une bonne idée. Après, voilà, on est dans un monde qui est comme ça. Mais voilà, c'est plutôt à ce niveau-là que ça m'embête. C'est que des gens qui ont énormément d'argent vont conquérir un truc, un marché, inonder tout le monde. C'est un peu là qu'elle se fait. Là, il y a une espèce de truc très bad, quoi. Enfin, c'est la différence du côté plus péjoratif, justement, de cet intérêt pour une autre culture. Il arrive s'il y a un intérêt beaucoup trop économique derrière ou... Oui, c'est ça, quand ça se fait bouffer. C'est pas très intéressant, quoi. Ça uniformise énormément. Il y a aussi quelque chose dans l'architecture, dans la construction, dans les trucs comme ça, une espèce d'uniformisation qui est très très pauvre, qui appauvrit tout, quoi. Et où les gens n'ont pas le droit de s'exprimer. Donc ça, c'est vraiment dommage. Mais aussi, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une espèce d'explosion de cette histoire de transgenre, de genre ceci, de genre machin, de là. Tu vois, à un moment donné, je me dis, mais chacun couche avec qui il veut, comme il veut, quoi. Ça regarde que lui-même, en fait, en gros. Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de... Et en fait, c'est comme si c'était aussi, en même temps, une espèce de révolte par rapport à ce standard de être une fille aujourd'hui, c'est comme ça, être un garçon aujourd'hui, c'est comme ça. Moi, quand j'avais 20 ans, on avait l'impression qu'on avait acquis vraiment plein de choses. Et que les filles et les gars, c'était un peu pareil au niveau des droits et tout ça. Et là, je me rends compte que non, tout s'est arrêté et au contraire, ça a vachement régressé. Donc pour moi, il y a des choses, c'est évident que c'est inacceptable et que par rapport à ça, nécessairement, tout le monde doit être féministe. C'est inacceptable qu'une nana gagne moins pour le même boulot qu'un mec. Enfin, ça n'a aucun sens. Tu vois, que ton sexe détermine ce que tu gagnes, ça n'a pas de sens. Comme makisu, quand tu préfères la soja sucrée et que tu dois la payer. Voilà, tu vois, c'est débile. Et en même temps, il y a des choses... c'est quoi être une fille, quoi? Est-ce que c'est avoir un décolleté jusque-là et la taille fine et avoir des petits talons? Pour moi, c'est juste pas ça non plus, quoi. En fait, je suis à la fois féministe et à la fois pas, parce que je me dis, mais en fait, on s'en fout du sexe des gens. Faut arrêter de focaliser sur est-ce qu'on a une bite ou est-ce qu'on a une foufounette, quoi. Mais bon, les marchands de jouets, ils ont décrété que les gens, ils avaient plutôt une fille et un garçon, et que si les jouets étaient différenciés, les parents achetaient 2 fois les jouets. C'était beaucoup plus de fric. C'est ça, hein. Et ça, c'était il y a 25 ans, tout le monde est rentré dans le panneau, quoi. C'est ça qui est horrible. Tu vois, un môme, il a besoin de s'identifier à ses pairs. C'est normal. Donc évidemment qu'un gamin, il rentre dans le panneau. Donc si les parents rentrent dans le panneau pour faire plaisir à leur gamin, tous les gamins rentrent dans le panneau. Et c'est vachement dur à ce moment-là de dire à ton gamin, non, mon garçon, tu iras en rose à l'école, parce que papa et maman, ils ont décidé que les garçons pouvaient porter du rose. C'est pas... Tu vois, tu lui fais assumer, quoi. Donc c'est très complexe, en fait, parce qu'à un moment donné, comment tu te positionnes D'où le pouvoir de textile sur la société. Mais bien sûr. Mais on n'est jamais nus, on est toujours habillés, donc c'est un énorme pouvoir. C'est quand même le 2e marché mondial, la 2e industrie mondiale. Après le pétrole, c'est énorme. Donc, à partir du moment où j'allais pas dans l'indestruction, comme j'étais ganja, je peux faire ce que je veux. Enfin, Gaijin. Ganja ou Gaijin. Ganja, c'est là où... Gaijin.